sont les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue à vous sur Canal Algérie. Nous sommes le lundi 15 mars. Comme tous les matins, eh bien, plusieurs thématiques seront à l'honneur. Des thématiques riches et variées. Tout d'abord, Yazid Ait Mahiedine qui reviendra sur le roman Le Sommeil d'Ève, un des livres qui nous donne envie, qui nous donne le goût amer de la folie d'aimer ce roman. Et de cela, lundi dernier, eh bien, Yazid nous l'avait promis, il viendra nous dire tout à ce sujet. Ahmed Guilhersen rendra hommage ce matin au grand professeur en mathématiques Khalifa Azizi. Il en disait de lui qu'il faisait partie des hommes de science qui ne faisaient pas de calcul. Très curieux, vous verrez pourquoi. On vous dira tout. Il s'est également illustré sur le champ de bataille puisqu'il est officier à la LN. Parcours de ce grand révolutionnaire et homme de science ce matin. Journée internationale des droits des consommateurs avec comme thème le consommateur durable. Qu'en est-il en Algérie? Le président de l'association Al-Amen des droits des consommateurs, Hassan Nawar, sera des nôtres pour nous en parler. Et dans le sillage de la célébration de la journée nationale des personnes en situation de handicap, nous recevrons la chef du département Braille à la Bibliothèque nationale d'El Hamma. Elle nous parlera de ce qui se fait au niveau de la bibliothèque pour les non-voyants. Nous irons ensuite du côté de Ain Defla, plus précisément à Djendel, pour découvrir un agriculteur au parcours atypique qui a choisi de cultiver sa terre sans avoir recours aux moyens modernes. Mali Moussaïd est allée à sa rencontre. Elle nous a promis une rubrique 100% végétale. Vous verrez, restez avec nous. Avant le développement de toutes ces thématiques, bien sûr, c'est l'heure de votre premier journal météo de la journée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. La météo, c'est toujours, comme tous les lundis, avec vous, Falil Chir. Bonjour. Bonjour Abounour. Comment ça va? Ça va super bien. La météo, j'espère qu'elle sera aussi clémente que vous. Merci. Eh bien oui, c'est le soleil qui nous accompagnera aujourd'hui au nord comme au sud. Mais avant, permettez-moi de vous souhaiter un excellent réveil. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil donc à vous. Eh bien aujourd'hui, en effet, le soleil sera très présent au nord comme au sud, malgré quelques nuages qui lui feront de l'ombre. Ces nuages seront sans conséquence sur la majeure partie des régions sahariennes, à signaler encore une fois des vents assez forts, surtout vers le Sahara central, avec des soulèvements de sable vers ces régions, ce qui va réduire la visibilité. Soyez prudents. On passe aux températures. Les voici. Elles vont être très agréables. On baisse par contre vers l'intérieur est. On attend 16 degrés à Guelma, Betna, à Nabaski, Kda aussi. Il fera 19 à Alger, 18 pour Tizi Ouzou, Béjaïa, 17 Relizan, Chlef, El Beyod, 23 Tlemcen, 22 Oran. Sur la partie sud, 31 cet après-midi à Tindouf, 29 à Ain Salah, 22 Gardaya, 23 à Biskra, 25 à Ilizi, 25 aussi pour Janet, 28 à Tamanrasset et enfin un maximum de 36 degrés pour l'extrême sud. Place ce matin à l'état de la mer. Aujourd'hui, nous aurons une mer belle, à peu agitée, avec des vents modérés qui varient généralement entre 30 et 50 km/h près des côtes ouest, entre 20 et 30 km/h près des côtes centre et enfin entre 30 et 40 km/h près des côtes est. Eh bien, aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h55. Vous avez toujours le site de Météo Algérie qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre présence. J'aurai l'honneur de vous retrouver au courant de cette journée pour d'autres nouvelles du ciel. D'ici là, profitez de votre journée, du soleil surtout. À tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Une météo des plus clémentes, de températures clémentes, du soleil pour les vacances, quoi de mieux? Exactement, profitez-en. À vous aussi, Féléchir. Merci beaucoup. On vous retrouve après les éditions de midi et celles de 19h. Rendez-vous pris. Merci à vous. Comme annoncé, c'est de la musique pour entamer cette matinale. C'est tout de suite sur Canal.
Donc nous allons commencer. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? En tout cas, vous avez un très joli look. Oui, Je ne merci. fais que répéter ce qu'on me dit en régie. Hein. Ah bon? Merci alors. On apprécie. Alors, on l'attendait, Yazid. Vous nous avez tenu en haleine durant toute une semaine pour venir nous parler de ce roman donc de Mohamed Dib, Le Sommeil d'Ève. Oui, Sommeil d'Ève, un roman de la trilogie nordique. Oui. Donc c'est le deuxième roman qui a été publié par les éditions, je pense, Sindbad et après la Différence. Et puis les éditions Shihab qui ont réédité, ça fait 10 ans, je pense, l'occasion de Tlemcen, capitale de la culture islamique. Donc voilà. Et c'est l'histoire de deux personnages, Feina et Solh. Donc l'incipit commence par Feina qui se présente et puis qui va nous inviter à faire connaissance avec le personnage, avec son amour pour le deuxième personnage qui est Solh, et puis sa vie avec son mari Oleg, et puis son nouveau-né, c'est Lex. Donc elle raconte un peu cette histoire, cette passion amoureuse qui prend des dimensions vampiriques vers la fin, et puis il y a ce rapport et cet amour qu'elle voue à Solh, qui est un Algérien et qui est séparé d'elle et qui essaye de maintenir cette séparation. Et puis il y a des allers-retours, il y a une discontinuité, donc il y a une linéarité absolument donc, dans les faits chronologiques, parce qu'il y a des lieux, Alger, pardon, pas Alger, la région parisienne, mi-court et surtout Poëdjan en Féland, donc il y a toutes ces... Et puis il y a le temps, il y a l'aspect intemporel, c'est les rêves, c'est les cauchemars, c'est les histoires, c'est les réminiscences, etc. Donc toute cette discontinuité que Mohamed Dib essaye d'attaquer, essaye de construire et de déconstruire en fait dans ce roman qui est celui de la veine poétique et de la veine surtout philosophique. Donc tout ce travail, un lyrisme extraordinaire, mais avec des mots sans fioriture et d'une manière assez circoncis. Alors justement, Yazid, vous parliez de va-et-vient dans le temps. C'est vrai qu'il n'y a pas de respect des faits dans l'ordre chronologique, mais plutôt le passage, le passage des faits dans la mémoire, les souvenirs des personnages. Absolument, je dis qu'il y a quand même il y a un aspect chronologique parce que il y a des dates, il y a 10 mois après la naissance de Lex, il y a quand même Poëdjan, elle se retrouve à Beaubourg, elle se retrouve un peu partout, et il y a même un retour en arrière, on en rappelle un peu le personnage de Solh qui rappelle des faits historiques par rapport à la guerre de libération nationale. Et puis ça parle aussi des îles Highland, etc. Donc il y a quand même des faits chronologiques, mais il y a aussi des aspects anachroniques, où, comme vous le dites si bien, c'est un rapport à la mémoire, un rapport au souvenir, un rapport au temps. Enfin, j'allais dire le temps intemporel, mais enfin, l'espace-temps, il est sans limite. Donc, il y a quand même un travail sur le temps, sur la mémoire, sur l'attente, sur la folie et sur l'amour. Justement, le Mohamed Et sur Dib, la l'auteur, mort aussi. Sur la mort, il y a plusieurs interrogations, plusieurs thématiques dans ce livre, comme dans tous les ouvrages de Mohamed Dib, c'est un peu son cachet. En tout cas, on sent bien qu'il valse entre la folie d'aimer et celle d'écrire. Oui, il travaille sur la parole, il travaille sur le nommer, il travaille sur d'ailleurs, et à un moment donné, sur l'ambre. Donc, il dit en fait les deux jeux, donc Feina et Solh, et entre les deux, il y a en italique, il s'interpose une voix qui est celle qui donne au texte une certaine indépendance, une certaine vérité des personnages. C'est en fait travailler un peu sur ce qu'on appelle certains dialogismes qu'on retrouve dans la théorie de Bakhtin en ce qui concerne donc la littérature. Donc il y a quand même entre les jeux, il y a une voix, elle est en italique, donc elle essaye d'avoir une neutralité par rapport au corpus narratif. En tout cas, Dib on interroge un peu l'humain sur toute sa grandeur et aussi sa faiblesse. Est-ce que vous,
En tant que lecteur de cet ouvrage justement de Mohamed Dib, vous êtes mis à la place d'un des personnages. Oui, en fait, on ne peut pas se mettre à la place des personnages, mais on essaye de vivre un petit peu ces moments. On essaye aussi de suivre d'une manière, parce qu'on a l'habitude de lire le roman classique avec la linéarité, avec l'intrigue, etc. Mais là, on se perd, mais il nous donne des référents enfin, des références par rapport à l'amour et par rapport à la mort et par rapport à cette féminité qui est en fait l'origine de l'être, parce qu'il rappelle Ibn Arabi par rapport à la femme créatrice, il rappelle un texte du Coran de Maryam, donc où il rappelle un peu la naissance de Jésus, de Isa alayhi salam. Donc il y a tous ces références, et puis comme le livre un roman, il a été créé en Finlande, il fait des références aussi à la culture finnoise, où il rappelle un peu le Véran-Sissu, qui est un aspect un aspect de loup-garou, en fait, de la transformation de l'être humain en un loup. Donc il rappelle un peu ces aspects-là, ce qu'on appelle la lycanthrope, ou il y a pas mal d'aspects, donc la thyréomorphe ou la lycanthropie. Donc il essaye d'essayer de comprendre cet amour sans limite, en fait, cet amour vampirique, cette femme qui essaie, enfin, c'est un passage, c'est une expérimentation. Elle essaye de faire appel, de faire référence à ces aspects-là, au loup-garou, pour en fait essayer de comprendre comment se fait ce passage de cette femme qui reste quand même attachée à son fils et à son mari. Mais ceci dit, elle dit même: je voulais que mon ombre aille se rejoindre le loup, aille rejoindre Solh. Et puis elle essaye de se dire, elle s'oublie, et puis parce que le faïna, c'est le faïna, donc c'est un peu l'effondrement, un peu l'éphémère, un peu. Donc elle essaye de rappeler que la vie n'est qu'éphémère, donc elle essaye de nous inviter à comprendre à travers donc cette histoire de loup et de la louve. Rappelons que Mohamed Dib, avant cette histoire, donc il a écrit aussi des histoires de passion amoureuse comme Abel, donc entre Lily et Abel. Il a écrit des poèmes de cet amour, de cette volupté de l'amour, Omnéros et Feu beau feu, donc où on a parlé de ça. Donc en fait, il fait référence à tout ça. Et puis il y a aussi un petit dictionnaire amoureux de la Finlande, où l'on peut connaître pas mal de mots sur la Finlande, par exemple le bouleau, le sapin. Donc il nous donne un peu des références, parce que le livre, il a été, comment on dit alors le sapin de la maison en finnois? Ah, je ne sais pas, dites-moi tout. Kotsi-koussi. Kutsi-Kussi, d'accord. Et comment on dit le boulot de la maison? Ah, je ne sais pas non plus. Kotsi-koivu. D'accord, Voilà. Koivu m'interpelle plus. Nous allons peut-être lire un petit peu un passage c'est une vénération de Dame Nature, c'est un moment solennel devant la nature. Donc, vous voyez donc ce passage de Mohamed Dib, roman Sommeil d'Ève, où il aborde un petit peu ce rapport à Dame Nature. Donc, je vous laisse donc apprécier ce moment solennel, donc dédié à Dame Nature. Voilà, donc c'était un moment solennel donc, de lecture pour Mohamed Dib.
c'est la musique de Camille Saint-Saëns, la suite algérienne. Magnifique. En tout cas, ce qui est sûr, Yazid El Mahdine, c'est que ce roman n'est pas fait pour le lecteur superficiel, puisque Mohamed Dib, l'auteur, va dans les profondeurs, va au fond des choses, et qu'il faut être bien concentré en lisant cet ouvrage pour mieux comprendre les choses. Et pour mieux comprendre les choses, il y a un article de Christiane Chollet Achour, donc, qui a écrit un article sur Internet, Diatrique. Donc on retrouve un article assez intéressant sur le roman Sommeil d'Ève, de Christiane Chollet Achour. Et avant de vous quitter, donc l'instant carte postale. Donc c'est une carte postale que j'ai achetée du musée national des arts populaires de la Casbah. C'est des poires. Vous avez du mal à lire. Oui, on n'a plus nos yeux, donc voilà. C'est des poires à poudre des Aurès. Donc vous pouvez les acquérir donc, du côté du Methaf al-Watani lil-Funun wa-Taqalid Shabiya bil-Asima, donc du côté de Daoud el-Amia, Musée national des arts et traditions populaires. Donc je l'envoie à Koudil Ahmed d'Il Ibrahim Alger. Donc je lui fais un coucou. C'est gentil. Voilà. On le salue tous. Mahidine, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve bien lundi prochain pour un nouvel ouvrage de Mohamed Dib. Vous avez une idée que je puisse le lire avant? J'attends j'attends le roman Abel, parce qu'on me les envoie en fait, parce qu'on ne les trouve pas ici. Oui, on ne les trouve pas ici. Donc sinon Omneros, j'essaie de trouver donc, un titre, parce qu'en fait il y a une bande dessinée une bande dessinée de Désert sans détour, donc édité chez Apic, avec Ferrandez, l'illustrateur, BDiste, etc. Donc il vient je pense, d'éditer cette bande dessinée Désert sans détour entre Hagbar et Cycliste. Super, en tout cas, on vous remercie Yazid pour ce travail de recherche aussi qui est de dénicher les ouvrages de Mohamed Dib pour pouvoir nous les présenter. Merci beaucoup. Allez, on va du côté de Lerouat, à présent, ville historique millénaire. Lerouat, vous le savez, recèle de son riche et diversifié, recèle d'un patrimoine très riche. La vieille cité a vu traverser plusieurs civilisations, des épopées qui témoignent bien de ses vestiges, de ses qsor également et de ses monuments aussi. Plusieurs écrivains, peintres et artistes ont dépeint la beauté de cette région, parmi eux bien l'Azhari Labter. Sophia Chouban pour ce reportage. Lerouat, ville fortifiée par excellence, reste le creuset de l'histoire séculaire d'Algérie. Elle a vu se succéder des dynasties berbères, dont notamment une vaste lignée des rois de Marrawa. Ensuite, le passage des dynasties fatimides, zianides et ottomanes. Cette ville du sud algérien abrite en outre un patrimoine culturel et cultuel riche et diversifié qui réunit bon nombre de monuments, de mosquées, de zawias et de sites historiques. Un véritable levier pour le tourisme. Pour ce faire, notre confrère l'Azhari Labter a mis en valeur par sa plume agile l'histoire du vieux Lerouat, des lieux qui l'ont vu naître. Alors ça c'est le dernier ouvrage que je suis en train, en fait que je termine, là il est terminé, on est en train de préparer les dernières retouches, les dernières corrections avant qu'il n'aille à l'imprimerie. C'est un beau livre qui porte sur la Gouate, mais la Gouate vue par des chroniqueurs, des écrivains, des peintres, des voyageurs, des explorateurs et des conquérants. Depuis Ibn Khaldoun, qui en a parlé le premier dans l'histoire des Berbères, donc dans sa fameuse, une partie de sa fameuse Muqaddimah, donc dans cette histoire des Berbères, jusqu'à aujourd'hui où des gens qui ont connu la Gouate ou qui ont vécu à la Gouate parlent d'elle. Tous ceux et toutes celles qui ont écrit sur cette ville, j'en parle. Par exemple, Aïlila Aslaoui, par exemple, Emel Mahdi, par exemple, notre confrère journaliste Erzki Matraf. Et il y en a plein d'autres. Il y a à peu près une trentaine d'écrivains, de poètes et d'historiens qui ont parlé de la Gouate. Et j'ai rassemblé leurs textes dans leur quasi-totalité. Ils figurent dans ce beau livre.
et ils sont tous illustrés par des tableaux de peinture et par des photographies, de grands tableaux de peinture. Par exemple, le premier peintre qui a découvert la Gouatte, ça a été Fromentin. Eugène Fromentin, qui est venu 6 mois après la prise de la ville de la Gouatte, qui a été, c'est un génocide qui a été démoli complètement. Et ce que vous voyez ici, c'est justement un tableau de Fromentin où il a peint telle que la ville était il y a de cela presque 170 ans. Différentes restaurations ont été effectuées dans cette région pour la rendre plus agréable à visiter. Cependant, les traditions anciennes demeurent bien ancrées dans la mémoire des habitants d'une ville qui a évolué par son nouveau cachet urbain, ce qui confère à la Rouatte le statut d'une métropole très captivante. Un reportage de Sophia Chouban, on la remercie d'ailleurs. Hier, 14 mars, nous célébrions la journée internationale des mathématiques. Ahmed Guelgahsen, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, vous n'étiez pas là pour nous en parler, aujourd'hui vous allez vous rattraper. Exactement, on va essayer de faire notre mieux pour essayer de célébrer cette journée parce que c'est important, les mathématiques, c'est un état d'esprit, c'est de la recherche, c'est la base de toute avancée, c'est une philosophie. Et puis ça nous aide à comprendre beaucoup de choses. Hein. Exactement, et ça permet de développer l'abstraction. L'abstraction qui est très importante. Toutes les cultures sont passées par cette phase. Certaines n'ont pas, celles qui n'ont pas pu passer ont tout simplement disparu. L'abstraction, c'est quelque chose de très important. Et voilà, donc on essaie d'en parler. Il y a aussi le chiffre pi. Oui. Voilà, exactement. Donc il y a plein de concours qui s'organisent. Il y a même ici en Algérie, il y a une association Amdia, donc le Bouzdiani, qui organise aussi un concours pour la mémorisation des chiffres après la virgule du fameux chiffre. Il y a des enfants aussi qui s'y mettent. Exactement, très bien. Donc, ça développe la mémoire, ça les pousse aussi à chercher, donc à comprendre. Beaucoup de courage, parce que c'est infini. Parce que ce n'est pas une fraction, tout simplement. On ne peut pas mettre un livre, on ne peut pas dire que c'est du 9 sur 3 ou du 9 sur 2, donc le chiffre pi. Donc, c'est un chiffre réel qui est presque et pour ceux qui ne savent infini. Donc, voilà, c'est le rapport de la circonférence d'un cercle avec son diamètre. Exactement, le rayon ou le diamètre, donc c'est la même chose. Donc, c'est important. Voilà, donc ça a été célébré dans plusieurs pays, dans plusieurs départements mathématiques, dans plusieurs pays du monde. Exactement. Et aujourd'hui, vous avez décidé de mettre les projecteurs sur un grand mathématicien. Qui est, hélas, qui n'est pas connu en Algérie. Il a fait beaucoup pour l'Algérie. C'est aussi un moudjahid, il a fait la LN. Il est prof de mathématiques. Il a hérité de la chaise de Laurent Schwartz, qui est son maître en France. Qui a enseigné toute sa vie, qui a consacré, donc c'est le professeur Khalifa Zizi, né en 1935. Il a commencé ses études, il est né à Cléa, il a étudié à Blida. Donc au moment de rentrer à l'université, donc c'est la révolution algérienne, il décide comme tous les jeunes de son âge de rejoindre le maquis en 1956. Donc il y passe quelques jours, il était au service presse et information, parce que bon, bien sûr il était formé avec plusieurs grands, avec Megatli, il a connu Ali Mellah, il y a l'Akhdar Bourga, donc qui parle de lui aussi. Et puis bon, à un certain moment, quand ils ont vu que certains d'entre eux voyaient un peu la lumière de l'indépendance, ils ont décidé de demander à ces jeunes de rejoindre leurs études pour se préparer à l'après-indépendance. C'est ce qu'il a fait. Donc en 1960, il repart en France, il s'inscrit à l'université et puis c'est un parcours d'universitaire sans faille. Donc il fait les différentes thèses qui étaient troisième cycle, doctorat d'État, etc., etc. Et il devient, donc il passe tous les échelons de l'université. Maître assistant par-ci, maître de conférence, professeur agrégé. Donc, il fait un parcours excellent et qu'il couronne avec il décide de... il le dit lui-même, donc quand il revient à l'université en 1960, donc vous voyez, avec la révolution algérienne, il y a aussi une autre révolution qui s'est faite un peu en sourdine, en catimini, c'est la révolution des mathématiques. Donc les mathématiques sont passées à une nouvelle étape, et c'est les mathématiques modernes. Il revient, donc il trouve qu'il y a eu une révolution, il y a un changement, donc bien sûr, il est jeune, il s'adapte tout de suite, il fait ses études, il commence sa recherche, et les mathématiques
les mathématiques sont là, mais on doit réécrire les mathématiques à chaque fois. Donc, il y a la symbolique qui change, il y a la façon d'approcher les choses qui change. Donc, chaque génération a pratiquement son manuel de mathématiques. Lui, il s'est attelé à la rédaction sur la demande de son maître Schwartz. Donc, il a publié un livre de 4 volumes pendant les années 90. Mais là, actuellement, donc, il a décidé de réécrire les mathématiques en 14 volumes. Wow. Exactement. Et il a choisi de les éditer en Algérie. Donc, certains volumes sont disponibles donc, au stand de l'OPU, donc on peut les trouver. Donc, on va peut-être aussi voir quelques photos de couverture. Et sur les couvertures, il a choisi de mettre des formes géométriques. C'est la faïence de l'Alhambra, parce que la faïence de l'Alhambra, il y a sur un certain nombre de symétries géométriques mathématiques, dans la faïence de l'Alhambra, on en découvre un certain nombre, 80%. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'il a décidé de décorer aussi en couverture ses livres comme ça. C'est très joli en tout cas. Exactement, c'est merveilleux. Et il y a tout le monde qui parle de lui, bien sûr, il y a des gens qui l'ont côtoyé. Moi, je l'ai connu, je l'ai vu plusieurs fois. C'est un homme très modeste, très mathématique, quoi. Donc, c'est un homme très logique, donc il n'y a pas de... il ne parle pas trop, quoi. Donc, il est succinct, il est précis. Un vrai scientifique. Un vrai scientifique. Il est très logique, il est tout droit. Donc, côtoyer M. Zizi, c'est un plaisir aussi. Et en hommage à l'un de ses amis, donc Cherif Ben Arbiya, qu'il a côtoyé, qu'il a connu au lycée. Donc, c'était son ami très proche. Il dit que bien que Ben Arbiya était externe et lui était interne, mais ils étaient amis très liés. Donc, quand ils sont passés au Maquis, il y a aussi Cherif Ben Arbiya qui est parti au Maquis, mais qui, heureusement, peut-être ou malheureusement, donc il est tombé donc, en shahid pendant la Révolution. Donc, en hommage à son ami qui était aussi féru de mathématiques, il a décidé de créer un prix qu'il a appelé le prix des mathématiques Cherif Ben Arbiya pour les lycéens. Il en a fait plusieurs éditions dans plusieurs lycées. Dans la dernière qui s'est faite au lycée France Fanon ici à Alger, lycée des filles France Fanon à Bab-Loued. Donc j'ai assisté, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'assister à la cérémonie. Donc ils distribuent des récompenses, donc ils choisissent les meilleurs élèves, les meilleures notes. Ça encourage aussi bien sûr, ça la jeune génération. Et ça crée des émules, ça suscite des vocations. C'est quelque chose de merveilleux qu'il fait pour les jeunes. Et là, donc ces derniers temps, il n'y a pas eu d'organisation de cette parce que vu les conditions sanitaires. Mais, Inch'Allah, on va reprendre. Là, il est en pleine conférence. Vous voyez, donc, ça se voit. C'est une photo que j'ai prise moi-même, donc au lycée France Fanon. La cérémonie a été organisée par l'ancienne directrice qui est décédée l'an dernier, Bér Hamad. C'était une très gentille dame qui avait toutes ses filles. C'était ses filles. Elle était là, disponible. On la voyait avec ses filles. Elle les poussait à poser des questions. Elle leur demandait et là, elle est décédée, Bér Hamad. Donc, on a assisté. Il distribue son prix. Et voilà un peu le parcours. Donc, c'est ça. En fait, c'est toute la différence entre l'intellectuel et l'homme de culture, l'homme de savoir. Donc l'homme de culture, l'homme de savoir, il accumule un certain savoir, une certaine culture, mais c'est juste pour lui-même. Maintenant, l'intellectuel, c'est un homme qui agit. Vous posez la question à M. Zizi, est-ce que l'université algérienne est sinistrée? Il vous dit que non. Il y a quelque chose, elle est peut-être mal exploitée, il y a des individualités qui sont mal exploitées, il y a une structure qui est mal exploitée et dont on pourrait améliorer l'exploitation, la gestion, le développement et pousser les gens à chercher et à faire de la recherche. Mais dire qu'elle est sinistrée, ça veut dire qu'elle est complètement abandonnée. C'est pas le cas. Donc il est très positif dans sa réflexion et avec les jeunes, donc il essaie un peu de contribuer. Donc comme on dit, donc il est monté au maquis en prenant son âme dans la main pour l'offrir à l'Algérie. Alhamdoulilah, il a survécu. Mais là, il continue son travail d'intellectuel. Il essaie de lancer des jeunes. Il a plusieurs vies. Hein. Exactement. Donc déjà, il a 80 ans. Donc, on lui souhaite, encore plusieurs dizaines d'années à vivre. Mais c'est des gens qui sont très importants.
Parce que c'est des repères dans la société. Vous parlez, il y a même des témoignages de ses voisins. Après, le grand monsieur Zizi, c'est le grand voisin. Tout le monde le respecte et c'est ça l'intellectuel. Alors, on l'appelait le mathématicien qui ne fait pas de calcul. C'est assez curieux pour un scientifique. Oui, en fait, lui, ce qui l'a charmé dans la science, il disait qu'il était bon dans toutes les sciences. Donc, il aimait toutes les sciences, mathématiques, physique, sciences naturelles, donc il aimait tout. Mais il dit que ce qu'il aimait le plus, c'est l'esprit rationnel et la logique. Et il a plus trouvé ça en mathématiques qu'ailleurs. Donc, il dit que dans les autres matières, il n'avait pas assez d'intuition. C'est lui qui le dit. Donc, c'est plus intuitif. Donc, mais ça veut pas dire qu'il était mauvais. Il était meilleur en mathématiques. Il a choisi les mathématiques. Et dans les mathématiques, il y a plusieurs façons de faire. Donc, on n'est pas obligé de passer par le code numérique et produire des chiffres. Il y a aussi la partie abstraite, l'abstraction, oui. Donc les théories, développer des théories. Donc, la théorie des groupes et toute la topologie. Donc, c'est des questions très profondes de réflexion. Donc, c'est quelque part de la philosophie aussi. Donc, donc lui, il a excellé dans ça. Il avait une prédisposition et c'est un talent qu'il a exploité à bout. Donc, c'est ce qu'on essaie de dire aux jeunes. Donc, il faut trouver son talent et l'exploiter, aller au bout de son talent. Parce que comme ça, on passera une vie à faire ce qu'on aime et à le faire bien. Oui, parce qu'on aime ce qu'on fait et on excelle dans ce qu'on fait. Parce qu'on ne s'arrête pas, on est curieux et on développe, on a de l'ambition, on va au bout. Donc à chaque fois, on développe. Exactement. Ahmed Bouyassine, merci beaucoup. Permettez-moi juste de clôturer ce bel hommage avec une de ces citations. Les mathématiques ont le droit de dire que leurs rêves, que leurs préoccupations dépassent de 100 coudées. C'est une mesure 100 coudées. Les imaginations rampantes des poètes. Alors, ça, c'est Apollinaire qui a dit ça. Exactement. Oui. C'est en épitaphe de l'article de notre ami Hamid Tahari, donc qui a donné cette citation et qui va très très bien avec l'état d'esprit de et qu'il a repris plusieurs fois. Exactement. Voilà. Merci Ahmed Yassine d'avoir rendu hommage à ce grand professeur en mathématiques. On vous retrouve lundi prochain, j'espère. Très belle journée à vous, profitez-en, il fait très beau. C'est le printemps. Et on reste dans le monde des mathématiques, on reste avec cette thématique des mathématiques pour s'intéresser à Cédric Villani, à qui on a décerné le prix Maurice Audin. C'est dans votre rubrique Il était une fois le bonjour d'Algérie. Cet exposé, il va s'agir donc d'une conférence grand public. C'est le public ici, bien sûr, l'élément le plus important du dispositif. C'est un plaisir de vous voir réunis aussi nombreux, vraiment. On voit dans cette histoire à la fois du côté de Laurent Schwartz, du côté de Wendelin Werner, de mon côté, l'implication, le rôle que vont jouer là-dedans ces médaillés Fields, qui sont distingués. Donc tous les 4 ans, il y a un congrès international des mathématiciens au cours duquel on remet cette médaille au nom de la communauté. Elle est décernée par un jury qui est maintenu secret jusqu'à la promulgation des résultats. Toujours attribuée à des mathématiciens de moins de 40 ans. Il y en a eu 53 depuis la création du prix. La France est l'un des pays les plus représentés dans ce palmarès, deuxième derrière les États-Unis. Et ces médaillés Fields jouent un rôle un peu d'ambassadeur de leur discipline, une sorte de rôle moral, une sorte de rôle d'exemple, et s'occupent d'animer des cérémonies, de donner des conférences pour spécialistes, des conférences pour grand public. Et c'est ainsi que ce sujet dont on est en train de parler, le prix Maurice Audin, à la mémoire de Maurice Audin, qui lui-même était mathématicien, va aussi s'inscrire dans toutes sortes d'activités menées au nom de la communauté mathématique. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. On rappelle, comme vous l'avez si bien vu, que cette émission est sponsorisée par Coral Peinture. Et sachez également
qu'il y a un projet d'installation de bus au niveau de la place Odin, eh bien, un bus à l'effigie de ce scientifique qui est Cédric Villani, le 19 mars à l'occasion de la journée de la victoire. Et on accueille notre première invitée, Hassan Mawar, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Ben, c'est moi qui vous remercie parce que vous nous invitez à chaque fois pour nous exprimer. C'est normal, hein. C'est un travail de sensibilisation qu'on fait. Oui. Alors aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale des droits des consommateurs. Et qui de mieux pour nous en parler que vous? D'abord, c'est notre journée à tous. Oui. Donc, c'est une journée qui nous fait rappeler qu'on a des droits. Ça, c'est important. Et heureusement que ça revient chaque année, heureusement qu'on en parle, parce que je crois que la meilleure sensibilisation qu'on puisse, je dirais, donner aux consommateurs algériens, c'est de leur faire rappeler qu'ils ont des droits et ils n'auront qu'à les réclamer. Tout à fait. On peut les réclamer de plusieurs manières. D'abord, il faut les chercher, à les connaître, et puis s'imposer. Hein. Donc, il faudrait, moi je le dis toujours, il faudrait qu'on soit des conso-acteurs plus que d'être des consommateurs. Donc, il faudrait se laisser faire. On a des droits, c'est des droits universels, ils sont en nombre de 8, ils sont très importants. On a aussi un banc national réglementaire en Algérie, et puis on a la Constitution de 2015 et de 2020 qui a renforcé nos droits. Tout à fait. Alors je rappelle, Hassan Mawar, que vous êtes président de l'association Al-Aman, donc une association pour la protection des consommateurs. Et le thème de cette année, c'est le consommateur durable. Qu'est-ce que c'est que la consommation durable? D'abord, c'est la consommation qui va nous faire durer la vie à nous, la vie de la Terre et la vie de notre consommation. Cette année, l'Organisation mondiale, donc c'est les Nations Unies, qui ont choisi justement ce slogan pour nous dire qu'il faudrait lutter contre la pollution du plastique. Oui. Voilà, ce plastique, parce que le plastique il devient plus durable que nous en réalité. Il dure très longtemps, il ne se décompose pas des milliers d'années. Et on est en train de voir que notre consommation elle est envahie par le plastique. C'est-à-dire, eux, ils ont dit la pollution du plastique. Moi, je dirais d'abord l'utilisation, ou bien la mauvaise utilisation du plastique, qui nous fait beaucoup de mal, parce qu'on doit savoir qu'aujourd'hui, vous savez que même le bébé, on lui donne un biberon avec du plastique. Après, il va jouer avec du plastique. Il va aller à l'école avec des articles scolaires faits en plastique. Dans la maison, on est en train de transiter vers une plastique, le mobilier plastique, nos véhicules, du plastique, nos téléphones, même dans le bâtiment. Le plastique fait du mal, surtout quand il est lié à la nourriture. Et on est en train de voir les dos, c'est du plastique, les gobelets, les cuillères. Tout est en plastique. Tout est en plastique. Donc d'abord, le plastique, il fait du mal. Il fait du mal et c'est cancérigène, directement pour le dire comme ça. Après, le plastique, il fait du mal à la nature, à notre nature. On a une terre qui devient malade, qui ne va pas être aussi productive à l'avenir parce qu'elle est polluée avec des particules de plastique. On a nos oueds, on a nos montagnes, nos arbres, on a les fonds marins. Aujourd'hui, la faune marine, elle est en train de souffrir et de disparaître même à cause de la pollution du plastique. Et aussi, on a nos paysages, notre image de marque de l'Algérie qui se salit avec du plastique. Du plastique, des sachets, des bouteilles, des gobelets en plastique, on les retrouve même dans les dunes de sable, à Tarit, à Bni Abbas, à Temimoun. On les retrouve au Tassili. Partout. Oui, partout, sur nos plages, dans nos oueds, dans nos montagnes. Et ça fait vraiment du mal. Alors, voilà, donc pour ne pas rester dans les constats, et comme c'est l'occasion d'en parler, il faut agir. Nous, l'association Aman, à chaque année, elle fait rappeler à chacun ses responsabilités. On dit que d'abord, le consommateur doit avoir cette bonne culture et cette conscience de consommation responsable. Donc il faudrait maintenant réduire le plastique. Même, il faudrait qu'à la maison, il faudrait utiliser le plastique quand on est dehors en moins, quand on sort en pique-nique peut-être, hein, ou bien quand on est en déplacement. Mais à la maison, utiliser des gobelets en plastique et des assiettes en plastique, ça c'est aberrant, ça fait du mal. Quand on fait des courses, il est préférable de prendre un couffin en tissu ou un couffin traditionnel, ça, chacun comme il veut, comme il peut. Et ça, c'est la partie, je dirais, responsabilité du consommateur. Mais maintenant, les pouvoirs publics, parce que moi, j'aimerais toujours donner... c'est des propositions, donc on voudrait être une force de proposition, donc c'est l'occasion. D'abord, il faudrait donner une valeur à ce plastique. Le plastique en Algérie, il est tellement pas cher qu'on le donne, qu'on ne respecte pas, on ne donne pas d'importance. On le jette de manière très facile. Le vendeur, il vous donne, pour 1 kilo de pommes de terre, il vous donne 2-3 sachets en plastique, et à la fin, on les jette, parce que ça n'a pas de valeur. Et le plastique n'est pas récupéré, donc il n'est pas ramassé, il n'est pas récupéré parce qu'il n'a pas de valeur. Donc on voudrait, comme beaucoup de pays, où on a donné, on a fixé, ou bien on a taxé le plastique.
On a taxé pour qu'ils deviennent chers, pour qu'on n'utilise pas d'une manière anarchique. Dans les supérettes ou dans les hypermarchés à l'étranger, le sachet, on ne donne pas, on achète. Donc on voudrait bien que ce soit la même chose ici. Aussi, il faudrait punir et sanctionner les gens, les pollueurs. Donc les pollueurs payeurs, il faudrait qu'ils payent. Dans d'autres pays, les pays pollueurs payent en tonnes, en nombre de dizaines de tonnes de plastique qu'ils émettent. La loi, on l'a. Mais malheureusement, on ne l'applique pas. Donc, Madame la ministre de l'Environnement, s'il vous plaît, vous êtes revenue au département de l'Environnement. Rappelez-nous. Oui, bien sûr, parce qu'on a beaucoup travaillé avec elle dans le temps. Et maintenant, il est temps, du moment on voudrait aller vers un changement, et bien le changement, commencez d'abord par appliquer des pénalités. Vous savez, l'Algérien, si on enlève la sanction financière pour le port de ceinture de sécurité, il ne va plus la porter. Au Danemark et en Suède, si on ne sanctionne pas financièrement les pollueurs, ils vont polluer et la Suède va devenir comme chez nous. Donc il faudrait, le meilleur moyen de sensibiliser maintenant, c'est de faire payer, c'est de sanctionner avec l'argent. Et puis aussi, il faudrait réaliser un plus grand nombre de CET, les centres d'enfouissement technique, et les équiper par des stations de tri. Oui. Parce que malheureusement, on est en train de tout jeter dans ces CET, et ce n'est pas la solution, c'est pas chaque année, on dit qu'il y a un travail monumental à faire. On est dans le constat chaque année. On est en 2021. Oui. Normalement, tout le monde est responsable. D'abord, tout le monde est conscient. Oui. Tout le monde est conscient que ça va très mal. Et on doit plus maintenant marquer ces événements par des messages, shi'arat, par des sensibilisations. Vous savez, la sensibilisation, je le dis comme ça. Ça commence par nous, les médias, vous aussi, par le mouvement associatif. Je le dis comme ça parce que j'étais en train d'écouter c'est-à-dire les responsables concernés et dire on va organiser des campagnes de sensibilisation. Non, laissez la sensibilisation aux écoles, aux mosquées, il faut profiter. C'est un canal de sensibilisation. Les associations, mais les institutions administratives et politiques doivent maintenant réaliser des projets. Oui. Des projets de réalisation. Il faut réaliser des équipements. Il faudrait encourager le recyclage du plastique. Parce que les gens, même ils commencent à ramasser, mais à la fin, ils n'arrivent pas à où vendre. Et pour dire que nous, les Algériens, on peut avoir cette conscience, il n'y a qu'à voir. Nous, on fait régulièrement, une fois par an, des visites avec des équipes de journalistes et des membres, des universitaires, dans des villages perchés, dans les montagnes en Kabylie, et qui sont devenus autonomes dans la gestion de leurs déchets. Ils produisent ce qu'ils consomment en plus de ça. Absolument. Oui. C'est les vieilles dames dans les maisons qui n'ont jamais été à l'école et qui ont des sacs avec des couleurs différentes et qui mettent le plastique dans un sac, les déchets organiques dans un autre sac et les autres déchets dans un autre sac. Le village a acheté un camion, a recruté un chauffeur et qui fait la première tournée pour ramasser le plastique et le mettre dans un dépôt grillagé. Après, il y a des jeunes qui travaillent, qui sont payés pour justement faire le tri, faire le compactage des plastiques et le vendre. Les déchets organiques sont utilisés dans une pépinière en tant que compost. Donc ça existe depuis 2014, ça veut dire qu'on sait le faire. Maintenant, il faudrait généraliser, on n'est plus au stade d'apprendre, on n'est plus au stade de sensibilisation, il faudrait maintenant agir. Tout à fait, donc une consommation durable, consommation responsable, sans gaspillage. Il faudrait asseoir une culture de consommation responsable chez nous en Algérie. Hassan Nour, merci beaucoup. C'est moi. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je sais que vous êtes très sollicité, surtout en cette journée. Je rappelle que vous êtes le président de l'association LMN pour les droits des consommateurs. Au plaisir de vous revoir très vite, Inch'Allah. Merci à vous. Merci à vous. On vous laisse avec cette boucle d'images appréciée. On revient juste après.
nous allons parler à présent des startups et de leur implication dans la promotion de la culture algérienne. Ça se fait, oui. Le département de la culture, en collaboration avec le ministère délégué chargé de l'économie, de la connaissance et des startups, eh bien, ont d'ailleurs lancé un concours dans ce sens, Thaqafa Up Challenge. Et nous avons le plaisir de recevoir les 3 lauréates de ce concours. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, Derifa Mezner, bonjour. Bonjour. Nouha Ouri. Kouri. Kouri, oui. D'accord, très bien. On va y arriver, on va y arriver, désolé. Ilyes Chaïb, comment ça va? Bonjour, là, très bien. Très bien. J'ai l'impression que dans la famille Chaïb, il y a plusieurs... Vous êtes tous lancés dans le monde de la start-up. Tous peut-être pas, mais on est très nombreux. Du coup, forcément, il va y en avoir certains, donc ouais. Très bien, merci. Alors, chacun de vous, j'aimerais bien que vous me présentez votre projet. On va commencer par vous, Madame Mezner. Bien sûr. Alors, je suis réalisatrice et fondatrice de Tahia Cinéma. Tahia Cinéma, c'est une plateforme digitale qui met en relation le monde des talents dans l'audiovisuel et le cinéma avec le monde de l'entreprise et des bailleurs de fonds, de sorte à diversifier les sources de financement et permettre aux porteurs de projets de trouver des financements pour produire leur film. Très bien. Donc, il y avait un réel besoin sur le marché? Oui, oui. En fait, c'est mon parcours professionnel qui a fait que j'ai pu voir toutes les difficultés que rencontre un faiseur de films, un réalisateur en Algérie. Et suite à une formation en management culturel à Berlin avec le Goethe Institut, j'ai décidé de créer cette plateforme pour trouver une solution au financement en Avec Algérie. le Covid, ça n'a pas été... ça a justement donné des armes. Vous étiez peut-être mieux armés justement En fait, j'ai commencé le travail en 2018. On a développé la première partie de la plateforme. Avec le corona, on a trouvé... En fait, on voulait créer un événement de lancement, mais avec Covid, on s'est dit qu'il était temps, qu'il fallait lancer. Accélérer les choses. Oui, peut-être permettre aux talents de mettre en avant leur talent et peut-être trouver des opportunités de travail et de production. Tout à fait. En tout cas, vous avez été avant-gardiste. On l'espère, on souhaite aider les talents, c'est-à-dire fournir des outils pour faciliter leur travail et permettre une diversité dans la production et le financement en Algérie. Très bien, merci. C'est à vous, Nouha Kouri, qu'est-ce que vous avez lancé ? Alors, bonjour à tous. Nouha Kouri, justement de Tourathcom. Tourathcom, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui est dédiée à la connaissance et à la médiation du patrimoine culturel bâti, donc des monuments historiques et sites historiques. Donc, c'est une plateforme qui est en fait une base de connaissances, pas une base de données, mais une base de connaissances réellement. Pourquoi connaissances? Parce que elle traite la documentation et l'information et la contextualise spatialement, sémantiquement, mais aussi chronologiquement, donc dans le contexte qu'il faut, et qui propose un environnement de travail déjà pour les professionnels qui répond aux besoins de connaissances et de maîtrise du patrimoine bâti, et qui s'ouvre aussi au grand public. Donc c'est un peu un lien entre le monde de la recherche et du professionnel, qui est l'expertise, et le monde du grand public, qui est le monde de la vulgarisation de l'information. D'accord, donc j'imagine que ça a suscité un énorme engouement. Oui, d'ailleurs, justement, c'était l'idée justement de participer au challenge, de vérifier si l'idée est porteuse et si le public est sensible. Et le prix que vous avez eu, justement, vous êtes donc lauréate du concours Thaqafa Up Challenge, est-ce que ça vous a permis d'avoir d'autres partenariats, des investisseurs peut-être? J'espère. En tout cas, on a été... C'est vrai que c'est très frais. Oui, voilà, déjà c'est très frais. Donc on a été classé 2e sur le challenge. Et on espère justement susciter l'engouement. Et en tout cas, ça a suscité lors du challenge. On a été touchés par différentes personnes. Très bien, merci Nouha. On revient vers vous justement pour parler de financement. Le nerf de la guerre, c'est pas évident pour justement débloquer des sous pour financer, s'agrandir aussi. On en parlera tout à l'heure après vous, Ilyes Chaïb. Tout à fait. Donc, bonjour, moi c'est Ilyes Chaïb, fondateur de la plateforme Décibel. Donc en fait je me retrouve beaucoup dans ce que Derifa a dit. La plateforme Hadia, l'idée elle est venue à travers une frustration en fait. Moi-même je suis musicien et mes associés aussi. Puis on s'est rendu compte avec la Covid justement, pour revenir à ce que vous disiez, que quand il n'y a pas de scène, quand il n'y a pas de spectacle, le musicien ne vit pas. Oui, il ne vit plus, il n'a pas de source de revenus. Aujourd'hui j'ai des amis excellents musiciens, vraiment excellents, qui n'ont pas de quoi payer leur loyer. Je trouve ça sincèrement grave. Donc là c'est parti de cette frustration vraiment. On s'est dit qu'il
il faut qu'on trouve une solution à ce problème-là. Et puis on s'est rendu compte que vraiment, il n'y a pas seulement le métier de la scène qui demande après des musiciens et des artistes en général. Oui. Il y a aussi tout ce qui est le métier de la publicité, de la production, tout ce qui... Vraiment, donc l'artiste est sollicité normalement dans énormément de projets. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une poignée d'artistes qui sont en train de travailler et vraiment tout le reste des talents sont mis en arrière et ils n'arrivent pas vraiment à se retrouver sur ce marché. Donc on s'est dit qu'une plateforme digitale déjà, elle pourrait aider l'artiste à se retrouver un petit peu, elle pourrait l'aider à s'exposer au monde et puis elle pourrait aussi aider l'entreprise et le particulier qui cherche après l'artiste de trouver justement ses talents sans avoir à passer 36 000 coups de fil, sans avoir à se casser la tête vraiment et à chercher dans sa liste de contacts. Vraiment, il suffit de rentrer sur une plateforme, chercher l'artiste avec les spécificités qu'il faut et puis tomber sur la bonne personne. Il y a des filtres, j'imagine, pour oui, les critères de sélection. Il y aura, parce que là, la plateforme n'est pas encore lancée. On a encore besoin de l'investissement de départ, le Kickstart, pour pouvoir justement... N'hésitez pas à lancer un appel. Hein. Justement, on lance l'appel aujourd'hui. C'est l'occasion. Exactement. Donc, on lance l'appel. On a encore besoin du Kickstart pour pouvoir vraiment bien se lancer sur le marché. Une plateforme, ça coûte de l'argent pour pouvoir être... vous le savez, toutes les deux, le font vite la tête. Donc là, on aura besoin vraiment de cette aide pour pouvoir aider l'artiste, Inch'Allah. Donc voilà, on en est là pour l'instant. On espère qu'on va sensibiliser certains investisseurs et surtout qu'on va sensibiliser le public et les artistes à rentrer sur cette plateforme justement et à commencer à travailler dessus. Merci Ilyes Chaïb. Je pense que si vous avez lancé l'appel pour avoir un financement, c'est que votre premier financement a été de l'autofinancement. Si on veut. Pour l'instant, vraiment, on en est à la phase de construction du projet, on va dire. Là, on a une équipe en place. Donc, vraiment, la première étape, c'était vraiment de faire en sorte, comme Noha vient de dire, si notre projet, justement, pouvait sensibiliser certaines personnes, s'il pouvait intéresser des personnes. Aujourd'hui, quand on a gagné ce concours, alhamdoulilah, on a eu la première place, on s'est rendu compte vraiment qu'on pouvait apporter une différence. Donc là, on va aller vraiment vers l'action, on va passer à l'attaque si on veut, et on espère que... Super, on vous le souhaite en tout cas, on vous le souhaite. Et vous, mesdames, concernant le financement, c'était de l'autofinancement, vous avez eu justement une aide extérieure des pouvoirs publics peut-être? En fait, dans la première phase de développement, comme j'avais suivi la formation en management culturel, j'ai eu le soutien du Goethe Institut, l'Institut allemand, et c'est ce qui m'a permis de recruter une équipe de développeurs et on a pu, c'est-à-dire réaliser le projet. La plateforme est en ligne, elle est fonctionnelle, c'est-à-dire les talents peuvent créer un compte et l'utiliser dès maintenant. Après, pour la deuxième étape, c'est-à-dire attirer les bailleurs de fonds et les producteurs, etc., c'est vraiment un travail de relationnel, de terrain, présenter le projet, aller vers eux, leur expliquer les choses. Et vous y êtes, c'est le moment. Oui, et il y a vraiment un besoin aujourd'hui de créer aussi en parallèle un cadre juridique c'est-à-dire qui encourage des mécènes et des sponsors dans le monde de l'entreprise et l'entrepreneuriat à soutenir la culture et le cinéma. Ça commence à se faire avec ce comité de labellisation des startups. Oui, les choses a besoin vraiment de faciliter les choses et de créer les mécanismes qui vont nous aider à créer un écosystème parce que tout est à construire dans le cinéma. Tout à fait. Et vous, Noha Khoury, pour le financement justement, le projet Tourazcom est né d'idées et de projets de recherche tout d'abord. Donc c'était des recherches doctorales des différents membres de l'équipe. Et donc c'était en fait, on avait développé non seulement l'architecture de la plateforme, on l'avait pensé, on l'avait un peu maîtrisé. Et puis on a collaboré justement avec une agence qui s'appelle E2ID et qui nous a énormément aidé à développer certains prototypes. Donc pour l'instant c'est de l'autofinancement et de l'aide. Et on compte justement sur des subventions peut-être quand le projet sera plus concrétisé. On vous le souhaite. Vous êtes aussi là pour ça. Hein, voilà. Alors je vous propose à présent de suivre, restez avec nous mesdames et messieurs, je vous propose de suivre quant à vous qui nous regardez un extrait de la cérémonie de remise de prix Thaqafa Up Challenge. Ça s'est passé à l'Opéra d'Alger. Regardez. Ils sont les grands gagnants de la première édition de Thaqafa Up, un concours qui a rassemblé plus de 240 start-upers et autres porteurs de projets qui activent dans le domaine de la culture. Objectif, promouvoir la numérisation de l'industrie culturelle. C'est une aventure, on s'est amusé, sincèrement. Il faut participer, il ne faut pas baisser les bras. Alhamdoulilah, on a fait des connaissances avec des gens. On essaie de proposer des solutions. Aujourd'hui, on pense que les solutions, c'est des solutions collectives et on espère qu'on va pouvoir les aider à mieux travailler. On est aux Anges et on a été agréablement surpris justement par l'organisation de cet événement, de ce challenge depuis le début jusqu'à la fin, la réactivité des membres. Du coup, alhamdoulilah, sincèrement, on est très content que ces initiatives puissent avoir place en Algérie et pour faire avancer les choses, Inch'Allah, c'est le seul objectif qu'on a. Un événement organisé par le ministère de la Culture et des Arts en collaboration avec le ministère délégué auprès du premier ministère chargé de l'économie de la connaissance et des startups.
c'est la finale du Thaqafa Challenge App. C'est une finale importante où on va se retrouver avec pas mal de projets, des start-upers algériens qui vont rénover la culture algérienne. Et puis c'est un tournant très important qui commence avec ce challenge, qui va finir avec un autre événement, c'est la fin du mois, c'est le Forum de la culture économique. C'est un concours réservé aux startups et aux porteurs de projets innovants qui sont actifs dans le secteur culturel, qui pour cette première édition a connu un engouement important avec la participation de plus de 245 porteurs de projets dans le secteur de la culture. Le but étant de valoriser la chose culturelle, de promouvoir l'économie culturelle et également de moderniser, de numériser, de digitaliser le secteur de la culture. Des incubateurs thématiques ont été mis en place pour accompagner les 5 gagnants des différentes catégories de ce concours, l'occasion pour certains de réaliser leurs projets. Alors, Ilyes Chaïb, en tout cas, on vous a tous les deux vus, nous, à Khoury, on ne vous a pas vu dans le reportage. En tout cas, le projet paraissait. Oui, le projet paraissait. Alors, Ilyes Chaïb, alors j'aimerais vous poser une question. Que peuvent faire les startups et les nouvelles technologies pour promouvoir l'art et notre culture, la culture algérienne? Alors, je pense qu'il y a déjà plusieurs volets par rapport à ça. Si on parle vraiment sur le volet national, déjà en Algérie, chez nous, ça va permettre déjà aux jeunes d'avoir plus d'accessibilité à ça, parce que maintenant les jeunes sont très connectés, ils sont sur leur téléphone constamment. Et quand on est sur son téléphone, on ne va pas forcément chercher après des programmes culturels ou artistiques. Donc on va essayer un petit peu de les forcer à s'introduire là-dedans et puis pouvoir se cultiver, créer l'artiste de demain aussi à travers ça éventuellement. On ne peut pas savoir, quelqu'un peut tomber sur une vidéo de musique et s'inspirer, devenir musicien ou là devenir cinéaste, etc. Et puis ça va nous permettre aussi de plus facilement internationaliser la chose. Donc pouvoir s'exporter à l'étranger. Quand c'est en physique et en présentiel, on est très limité, mais dès que c'est sur les réseaux ou là, dès que c'est sur Internet, que c'est sur une plateforme digitale, n'importe qui peut y accéder de n'importe où dans le monde. Donc on peut vraiment promouvoir le talent algérien à l'étranger et ça serait vraiment un rêve d'en arriver là, Inch'Allah. Inch'Allah. Delifa, vous avez quelque chose à dire? Oui, en fait, Tahia Cinéma, de l'intérieur, c'est-à-dire on peut voir que les talents peuvent créer un portfolio qui met en avant leurs talents. Donc automatiquement, ça facilite le réseautage entre professionnels, d'échanger des expériences, de voir qu'on a des talents de toutes les régions, de démocratiser l'accès à l'information et puis d'avoir un accès à une information classée. Et ça facilite beaucoup le travail. C'est un outil qui va permettre aux producteurs de travailler sur des projets de films d'une manière très très visuelle et attractive et aussi facile. Et tous ces outils aujourd'hui, je pense, ils vont aider la communauté à mieux travailler, à interagir, à créer plus de films. Et des films aussi, je le dis tout le temps, qui nous ressemblent dans notre diversité. Très bien. Alors, Nouha Khoury, vos camarades le disaient, donc la culture est aujourd'hui étroitement liée aux nouvelles technologies. Comment est-ce qu'on peut faire ce lien entre la technologie et notre patrimoine historique? Alors oui, aujourd'hui, le riche patrimoine algérien, comment dire, il est de notre responsabilité de le sauvegarder et de le mettre en valeur. La technologie aujourd'hui nous permet de le faire plus aisément et permet à tout le monde, démocratise cette fonction justement. Et donc, par le biais de notre projet, donc aujourd'hui, vous voyez, on accède à l'information et aux visites virtuelles un peu dans le monde, donc ça permet aux citoyens algériens, aux citoyens du monde de découvrir notre riche patrimoine, donc c'est un peu une carte de visite de l'Algérie. Et nous, on propose justement non seulement pas une visite virtuelle simple, mais une visite virtuelle enrichie. Donc, en profondeur. Exactement, on peut accéder à de la documentation de plus en plus intéressante. Et donc, ça permet aussi aux institutions d'avoir une meilleure offre de visite. Donc, et ça permet aux professionnels et aux experts de collaborer et d'avoir un outil de travail collaboratif et surtout scientifique et précis. Ça permet aussi d'impliquer le citoyen dans cet acte. Donc, en le touchant de plus en plus, vous voyez, il y a de plus en plus de pages dans les réseaux sociaux qui s'intéressent au patrimoine. Donc, ça permet en fait de professionnaliser la chose, d'inviter l'amateur au professionnel et pas on va dire de clochardiser l'information. C'est pas le contraire, hein, tout simplement. Exactement.
Très bien, merci Nouha Koli, merci à vous tous. Donc voilà, donc la culture pourrait aussi devenir un créneau d'investissement et créer des emplois. Je pense que vous êtes dans cette lancée-là, on vous le souhaite en tout cas. Merci d'avoir été avec nous, Ilyas Chaïb, merci. Merci Dreifa Mezner, merci à vous également. Nouha Koli, on vous souhaite beaucoup de chance et d'avoir des financements. Je sais que c'est pas facile. Merci. On vous souhaite. En tout cas, vous avez lancé l'appel, croyez-y, c'est bien. Merci, on vous laisse avec cette boucle d'images, on revient juste après. On accueille notre dernière invitée, Nadia Dahman. Bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très important pour nous que vous soyez là. J'ai l'honneur d'assister à votre émission, bien sûr. Merci. Alors je tiens à préciser que vous êtes chef du département du service aux utilisateurs à la Bibliothèque nationale d'El Hamma. Voilà. Donc, et vous avez justement, il y a un espace qui est dédié aux non-voyants. Aux non-voyants, voilà. Donc l'espace fait partie du service gestion du prêt et orientation des lecteurs, qui fait partie de mon département, bien sûr. Cet espace a été inauguré, c'est-à-dire bien sûr avec les espaces au grand public. On a pensé bien sûr à la catégorie des non-voyants. On a inauguré l'espace en 98. Donc depuis ce jour-là, on a environ 663 adhérents, bien sûr. Donc ces adhérents, bien sûr, ils ont un abonnement gratuit, bien sûr, pas comme les lecteurs, bien sûr, les lecteurs ils sont obligés de payer, mais les non-voyants, on leur a fait une faveur, bien sûr, l'abonnement est gratuit. Et bien sûr, ces non-voyants bénéficient d'une documentation en braille. Donc les documents de l'espace non-voyant, on a des monographies, ce qu'on appelle livres dans le langage courant. Bien sûr, on a des revues, environ 60 titres de revues, et on a des documents sonores, bien sûr, qui sont bien sûr des CD, et des enregistrements sonores sur des PC et sur des disques externes, où le non-voyant, il peut consulter bien sûr un document sonore. Voilà. Super. Alors restez avec nous, Madame Nadia Dahman. On va regarder ce petit reportage sur ce fond documentaire en braille. On revient juste après. Nous sommes bien à la Bibliothèque nationale d'El Hamma, l'espace multimédia pour non-voyants, baptisé sous le nom de l'écrivain algérien défaillant Rabah Belamri. Un espace exclusivement aménagé pour les non-voyants passionnés de lecture ou désireux effectuer des recherches. Ce département est doté d'ouvrages en braille et de nombreux ouvrages numériques au grand bonheur des non-voyants. On reçoit le public non et malvoyant en leur proposant des documents en braille et documents audio numérique, et il y a aussi, comme vous voyez, des PC accessibles au réseau, à Internet. Les documents braille, la majorité, c'est des documents de la littérature. La littérature les auteurs algériens d'expression française. Par exemple عندنا الكتاب تاع آسيا جبار نتاع فام سون سيبولتور، عندنا تاع ياسمينة خضراء، كاين زوج ولا ثلاثة لي تيتر نتاع لي كلاسيك تاع مولود فرعون، مولود معمر. Nous les avons rencontrés à la bibliothèque, Nassima, Maryam, Dahman et Kamel. Chacun d'entre eux son histoire. بالنسبة لي الإعاقة عمرها ما كانت حاجز وعمرها ما كانت مانع ولا سبب باش يمنعني سواء على الدراسة ولا على العمل مستقبلا. فلهذا أنا يعني ما عنديش مشكل أني يعني نديبلاسي ميديا ألجي، يعني أنا نروح ونجي وحدي ديبلاسي يعني لوحدي ونقرا مع ناس عاديين، نكتب، نحضر محاضرات، نحضر واش نقول لك لي تيدي نورمال، انا كيما واحد اخرين عادي. Être aveugle au quotidien, comment ça se passe? Voici le témoignage sincère et sans détour. بالنسبة لحياتي الشخصية يعني
Aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec ce handicap. J'ai encore parfois certains passages à vide où la vue me manque, mais j'ai trouvé des moyens de compenser. Alors, je continue mon petit bout de chemin, muni de ma canne et de beaucoup de volonté. De naissance, à l'âge de 2 ans, j'ai perdu la vue. Donc, puis j'ai fait mes études primaires et moyennes à l'école des non-voyants à l'Achour, les études du lycée et de l'université avec les personnes voyantes. L'université, j'ai fait licence en sciences économiques. Et puis après un bout de temps de chômage, j'ai été recruté ici à la Bibliothèque nationale comme assistant administratif principal pour se charger de cet espace. فقدت البصر يعني l'âge de 13 ans 13 سنة ومن بعد التحقت بالمدرسة المكفوفين في العاشور درست حتى الثانوية ومن الثانوية درست مع العاديين ثم الجامعة كذلك مع العاديين ومن بعد بعد الدراسة الجامعية بعد مدة هكذا كما كامل الجزائريين من كيفاش يقولوا من الشوماج ومن بعد التحقت بالعمل هنا في المكتبة الوطنية. Pour les personnes non-voyantes, le travail de l'ordinateur est extrêmement difficile. Les développements techniques de ces dernières années ont fait en sorte que même les aveugles peuvent utiliser les ordinateurs dans leur travail quotidien. L'application اللي تجي في لو بي سي سي لو جوز اللي عندنا كاين اسمها دي زابليكاسيون كاينين هذو يسموهم سي دي ليكتور ديكرون لي ليكتور ديكرون كاين اسمها اللي عندنا احنا هنا جوز وعندنا ابصار وعندنا لو انفيديا هذا سي اون اوبن سورس اسمها لوجيسيال غراتوي لي دو زوتر سي بايون اسمها هذو باش يرجع اسمها ليكرون واش يبان يتقرا دونك لو نون فويون يكومونيكي مع لو بي سي تاعو كي يسمع دونك يوقع لا كومونيكاسيون بين لا بيرسون اي لو بي سي. L'Algérie célèbre ce 14 mars la journée nationale de personnes handicapées. Les handicapés ne cessent de réclamer la nécessité d'augmenter le nombre de structures et d'organes de prise en charge, estimant dans ce sens que la mise en place de structures adéquates reste toujours insuffisante. Voilà donc la journée nationale des personnes en situation de handicap. C'était hier et c'était l'occasion aujourd'hui de revenir sur ces personnes qui ont besoin d'une certaine assistance particulière, les non-voyants. Nadia Dahmen, ça va? Oui, tout à fait. Alors on l'a vu sur le reportage de Fayel Hamdi, donc il y a bel et bien des moyens technologiques pour assister ces personnes aux besoins spécifiques. Oui, bien sûr. Au niveau de l'espace des non-voyants, on a aménagé des postes, bien sûr, des PC pour les non-voyants, bien sûr, et on a installé un logiciel sonore qui est le JAWS. Ce logiciel permet aux non-voyants de communiquer avec c'est-à-dire le PC de façon sonore, c'est-à-dire c'est un logiciel sonore qui traduit toutes les applications, c'est-à-dire pour les non-voyants, c'est-à-dire sonores. Donc, et il a bien sûr le non-voyant, il peut aussi naviguer et bien sûr utiliser l'internet, bien sûr par le biais de ce logiciel. Est-ce que le non-voyant est assisté justement lors de l'utilisation? Oui, bien sûr. Il doit éprouver des difficultés au début en tout cas. Bien sûr, au début, mais il y a M. Matari, le responsable de l'espace, bien sûr, il fait des formations. Il donne des formations à tous les non-voyants pour utiliser bien sûr ce logiciel. Bon, au début, c'était difficile, mais après les formations, bien sûr, répétées, donc les non-voyants, ils sont, bien sûr, ils l'utilisent maintenant facilement. Surtout les utilisateurs qui fréquentent régulièrement et quotidiennement l'espace. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des aménagements prévus pour l'avenir, en tout cas des améliorations? Bon, bien sûr, on prévoit des améliorations, surtout la superficie. On veut élargir la superficie de l'espace, elle est un petit peu étroite. Donc, on veut bien sûr élargir la superficie de l'espace des non-voyants.
non-voyants et aménager plus de postes, bien sûr, pour, de PC et bien sûr avoir plus de documentation, surtout sonore, c'est-à-dire et les CD, parce que la majorité des documents, comme j'ai dit auparavant, ils sont acquis par le biais des dons. Maintenant, bien sûr, on veut alimenter le fonds par les achats et par le dépôt légal, bien sûr. Voilà. Très bien, merci d'avoir été avec nous, Nadia Dahmel. Je rappelle que vous êtes chef du département service aux utilisateurs à la Bibliothèque nationale d'El Hamma. Alors, j'imagine que vous avez un appel à lancer pour s'inscrire. Bien sûr, moi je fais appel bien sûr à tous les non-voyants, surtout qui sont hors wilaya, bien sûr. Peut-être ils connaissent pas cet espace parce que la majorité des utilisateurs qui fréquentent l'espace sont des environs, bien sûr, d'Alger Centre. Donc je fais appel surtout aux non-voyants qui sont dans les autres wilayas, les 40 wilayas du pays. Donc de venir chez nous et ils sont les bienvenus et de fréquenter l'espace. Et bien sûr, l'abonnement est gratuit. Et bien sûr, ils peuvent accéder aux documents, bien sûr, gratuitement, et bien sûr, fréquenter l'espace. Voilà. Merci beaucoup, Nadia Dahmel. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin, c'est très important. Oui, merci beaucoup. Alors, je vous laisse avec ce reportage fait par Mariam Oussaïd, portrait d'une agriculture au parcours très atypique. Vous verrez, c'est du côté de Jendel Ain de Fla. Regardez. Jendel, une petite ville agricole située dans la wilaya de Ain Defla. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Mahdi El Foudel, qui nous accueille pour nous parler de son exploitation et de sa passion pour l'agriculture naturelle. Moi, je pense que c'est ordinaire parce que c'est l'agriculture biologique. Oui. On travaille selon donc, ce que cultivaient nos ancêtres. C'est ça, donc on n'utilise pas les engrais, on n'utilise pas les pesticides, ni les insecticides, on utilise autres choses. Je prends le cas de ce broyeur, et on récupère tous les branches après la taille, et puis on les passe dans le broyeur. Après un début de carrière dans la gestion d'entreprise, il y a plus d'une dizaine d'années qu'il décide de changer de vie et retrouver la terre comme le faisaient ses aïeux. Là, c'était donc la saison passée, donc la saison automne-hiver. On avait donc planté l'oignon vert, il y avait du chou vert, chou-fleur, chou rouge. On avait de ce côté-là la pomme de terre. Et comme vous voyez, de l'autre côté, nous avons maintenant des fèves qu'on a donc semées précocement. Et puis d'autres de l'autre côté. Là, nous avons du fenouil. Fenouil, là, bientôt, donc, il y a la fin de maturité. Donc, nous allons laisser une grande partie monter en graines. Ces graines-là, on va les récupérer et pour la consommation et pour donc, la semence l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, d'une manière générale, c'est ça. De l'autre côté, nous avions du chou romanesque au chou de Bruxelles que j'avais donc planté pour faire des expériences, pour voir si ça marche ou pas. Finalement, ça marche. Le problème qu'on a, c'est juste le problème d'eau. Sinon, tout marche et tout pousse chez nous. Ses premières résolutions, suivre le cycle des saisons et pas de culture sous serre sur ses terres. Tout ce qui est donc légumes de saison et fruits de saison aussi, parce que j'ai planté des arbres. À la base, c'était uniquement pour des arbres fruitiers. C'est que des légumes de saison, pas de légumes hors saison. La tomate, c'est pendant l'été. Le poivron, c'est pendant l'été. Et fenouil, c'est pendant l'automne-hiver. Donc on ne peut pas aller contre la nature. Conduire les cultures sans aucun produit chimique et fabriquer soi-même son engrais et son compost. Nous avons besoin d'abonder la terre, d'enrichir la terre, bien sûr. On utilise donc le fumier. On réalise chez nous là le compost fermier qui est là. Donc le compost fermier, donc c'est un mélange entre il y a le fumier de vache ou de brebis et puis de l'herbe, l'herbe verte, du foin, tout ça avec de l'eau bien sûr.
Donc il y a un temps de maturité donc, de ce compost. Une fois arrivé à maturité, eh bien, on utilise. Mehdi nous explique que l'expérience des agriculteurs de la région ont été précieuses pour lui. كي نغرسوها حبة تاع لوز ومن بعد نجيبوا لها اللقمة والقريفاج ونلقموها ومن بعد نربحوا في ليزيفير تاعنا. وثانيك على الماء اللوز المر ما يشربش الماء ما يقبلش الجفاف. ظهرنا نلقموها برقوقة، ظهرنا نلقموها خوخ، ظهرنا نلقموها حب الملوك، ظهرنا نلقموها مشماش. كما ظهرنا نديروها على هذيك الحبة تاعنا. Allez, tous les voyants sont au vert. Je suis envahie de végétation, de légumes de saison. Bonjour. Bonjour, non. Alors, je tiens à préciser que la déco vient de Yazid Et Mouhidine. Oui. Qui s'est donné un malin plaisir à décorer le plateau. Oui, et que les légumes viennent de chez Mehdi El Fodel, qu'on remercie. On le remercie. Alors, le plateau du Bonjour d'Algérie, le plus végétal, 100% vert, le plus garni. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes dit, je vais dévaliser un champ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Je me suis dit, allez, puisque je vais ramener d'habitude, j'amène les téléspectateurs dans les champs. Cette fois-ci, je me suis dit, allez, je vais vous ramener carrément le champ sur le plateau. En tout cas, ça change. Et c'est joli. En tout cas, même l'odeur s'y prête. Hein. Oui, même l'odeur s'y prête parce que tout simplement, c'est des légumes bio. Donc, comme on a pu le voir dans le reportage, donc Mehdi El Fodel s'est mis à la culture des légumes et quelques fruits aussi. Donc, bio, surtout, c'est ça le plus important. Lui, il aime bien utiliser plutôt le mot naturel, donc d'une manière comme le faisaient ses aïeux, donc revenir à la culture naturelle sans aucun entrant chimique, donc pas d'engrais chimiques, pas de pesticides, absolument rien. Et le résultat est là, donc voilà. Il y a beaucoup de choses. Alors, c'est 100% naturel, vous l'avez dit. Oui. Uniquement des fruits, des légumes de saison. Oui, alors le principe, c'est ça, la culture naturelle ou la culture, si on veut dire bio, c'est cultiver uniquement les légumes des saisons, donc c'est suivre le cycle, essayer de consommer donc les légumes de chaque saison et aussi, bien entendu, c'est essayer aussi de diversifier, que ce soit les légumes. Comme on a pu le voir alors dans le reportage, on n'a pas pu tout voir parce que tout simplement, l'exploitation est encore beaucoup plus grande que ce qu'on a pu le voir. Donc, il y a aussi une partie poulailler, donc il y a des poulets fermiers, il y a des œufs fermiers, il y a aussi encore un élevage qui va bientôt aussi arriver. Et surtout, donc tous les habitants, on va dire tous les gens qui entourent ce monsieur Mehdi El Fodel travaillent et on va dire d'une manière ou d'une autre. Alors que ça soit pour les hommes dans les champs et même pour les femmes, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, même les femmes à la maison aussi travaillent et contribuent à tous ces produits. Exactement. Alors, vous aurez dû ramener les poules. On n'en a jamais assez, j'ai envie de vous dire. La prochaine fois, mais bon, ça sera difficile à maîtriser. Tout à fait. D'où le charme, le charme. Alors, le Mehdi El Fodel n'est pas seulement agriculteur, il avait avant. Exactement. Donc c'est vraiment, on va dire, un virage à 180 degrés. Voilà, exactement, une vraie reconversion professionnelle puisqu'il était dans la gestion en début de carrière. Donc un jour, il décide, il se dit, bon, allez, j'arrête, je me retourne vers la terre. C'est ce qu'il a fait. Donc d'abord, il avait commencé, comme il nous l'a expliqué dans le reportage, il avait commencé d'abord par, on va dire, l'arboriculture. Donc c'était plutôt les arbres fruitiers. Donc il avait commencé par des arbres fruitiers, donc des vergers. Et petit à petit, donc l'association Torba s'est rapprochée de lui et a demandé, puisque la demande est là, énormément de personnes commencent à vouloir manger bio, à manger des légumes naturels. Donc on lui a demandé de faire quelques parcelles. Donc il avait commencé vraiment petit et là ça a pris on va dire, ça a pris de l'ampleur et la consommation est de plus en plus, on va dire, importante. Donc la demande est de plus en plus importante. Tout à fait. Alors on espère que l'offre et la demande soient exponentielle avec l'offre. Exact. Alors on le rappelle, ça se passe dans la région de Djeddah, à Ain Defla. Comment l'agriculture se porte dans cette région-là?
Alors l'agriculture dans cette région-là se porte très très bien. Nord, il faut savoir que ça a toujours été une région à vocation agricole, donc depuis on va dire la plus haute antiquité. Donc ces plaines fertiles ont toujours donné des fruits et des légumes de très très haute qualité. Et pendant on va dire des centaines d'années, ça a toujours été bien entendu de la culture bio. Il n'y avait aucun, on va dire, il n'y avait pas encore les engrais et tous ces pesticides qui commencent à être un réel danger pour la santé et pour la consommation, pour notre consommation en général. Donc elle se porte très très bien. Et l'exemple de Mehdi El Fodel, donc alors la terre est fertile, les habitants aussi sont des gens qui ont toujours travaillé la terre en harmonie. Donc c'est des gens qui ont toujours été en harmonie avec la nature et avec le sol. Il y a vraiment un respect, il y a vraiment un attachement à la terre qui est extraordinaire et qui est palpable. Donc aussi l'expérience. Donc je sais, comme on l'a vu dans le reportage, donc Mehdi El Fodel, c'est vraiment, on va dire, imprégné de cette culture, de ces gens-là, donc comment ils cultivaient la terre. Et il faut savoir qu'il y a quand même un savoir-faire qui commence un petit peu à se perdre. Et c'est ce que fait Mehdi El Fodel. Il essaye de garder ces gens-là, donc vraiment les personnes les plus âgées, qui connaissent bien le cycle des saisons, qui savent comment soigner des plantes. Donc on sait que les plantes ont beaucoup d'ennemis, mais eux, d'une manière naturelle, et c'est vraiment des petites choses toutes simples. Hein. Bon, nous, ça va nous paraître, on va dire, sans importance, mais eux, ils soignaient comme ça les arbres fruitiers, que ce soit leurs légumes ou leurs fruits, ils soignaient d'une manière naturelle. Et donc, c'est ce qu'il essaye de faire, donc de sauvegarder cette expérience et surtout la mettre en pratique pour pouvoir avoir tous ces légumes comme on peut le voir. Alors, tout est bio. On se dit, oui, si on ne met pas d'engrais, ça ne va pas pousser, oui, ils ne seront pas aussi beaux. Absolument pas. Ben, le résultat parle de lui-même, comme on peut le voir. Donc, il y a uniquement que du fumier et de l'engrais dans ces légumes. C'est génial, c'est chouette, c'est super. Alors, Mehdi Fodel, pour cultiver ses terres, a choisi de ne pas avoir recours à des moyens modernes. Oui, alors pas des moyens modernes, pas totalement, puisque bien entendu, il y a toujours les tracteurs, oui, il y a certains, on va dire, outils qu'on utilise qui sont on peut pas y échapper de nos jours, mais surtout, il a mis un point d'honneur sur les pesticides et les engrais chimiques. Donc c'est surtout ça qu'il veut absolument bannir. Déjà, il a commencé dans ses vergers donc pour les légumes, et c'est plutôt pour les légumes maraîchers, et c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire aussi donc avec les vergers de fruits, donc pruniers, abricotiers, pêchers, vraiment c'est des hectares de fruits donc, qui va essayer de mener en bio. D'accord, donc le principal apport en nutriments, c'est le fumier. C'est le fumier, donc seulement c'est le surtout fumier. ça, exactement. Donc c'est du 100% naturel. Oui, exactement, donc que du fumier, c'est tout. Et son compost qu'il fait lui-même, donc il récupère tous les légumes qui sont abîmés, qu'il ne peut pas mettre sur le marché et tout. Donc tout ça est recyclé, tout ça est composté et ça retourne. Donc c'est vraiment j'ai envie de dire, ça donne encore plus de force à la terre pour se régénérer. Tout à fait. Très bien. Merci Meloune Moussaï d'avoir été avec nous. En tout cas, magnifique reportage. Merci beaucoup. Et je remercie aussi, Monsieur Mehdi Fodel pour nous avoir envoyé toutes ces belles choses. Matin, donc de Jindel, c'est arrivé très très tôt. Ah bah oui, un agriculteur, ça se lève très tôt. Oui. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. On remercie également Mehdi Fodel. Merci à vous qui nous avez regardé, qui nous avez suivis depuis ce matin. Merci à tous nos invités, à nos rubricards d'avoir contribué à la réussite de cette émission. Je vous retrouve demain, j'espère. En attendant, je vous laisse avec la suite des programmes sur Canal Algérie. À demain, portez-vous bien. بالويزة وش تدوش في الظلول